Ça, c'est le capitalisme puisqu'il nous nie comme producteurs, qu'il ne nous fait exister que comme endettés et soumis au chantage à l'emploi. Qu'est-ce que c'est qu'un investissement? Un investissement, c'est une avance d'argent. Il faut avancer de l'argent. Je vais parler d'être économiste pendant 5 minutes, d'accord? En T. Voilà. Nous sommes en T, c'est-à-dire en 2018. En T, il y a avance d'argent. Avec un pari, deuxième dimension de tout investissement, qu'en T plus 1, 2019, cet argent avancé dans un outil nouveau va entraîner plus de travail ou du travail plus productif et donc une création de valeur économique supplémentaire. Et l'attente, troisième dimension de tout investissement, que cette valeur économique supplémentaire va pouvoir être utilisée pour financer en T plus 1 un investissement nouveau, lequel, en T plus 2, 2020, générera par du travail nouveau ou plus productif plus de valeur qui sera affecté en T plus 2 à un investissement nouveau, lequel en T plus 3, etc., etc. Voilà ce que c'est qu'un investissement. Qu'est-ce qu'inventent les communistes? Les communistes, c'est-à-dire nous qui sommes ici, c'est-à-dire nous qui sommes décidés à sortir nos sociétés du capitalisme, parce que nous mesurons la violence et le danger que représente ce mode de production qui a été révolutionnaire. Sortir les gens du servage pour en faire des individus libres sur le marché, c'est extrêmement progressiste. Passer d'un propriété aristocratique à un propriété lucrative, c'est extrêmement progressif. Puis à un moment où tout ça devient extrêmement réactionnaire et dangereux. Et où une classe révolutionnaire se construit. Les communistes. Les communistes, c'est-à-dire ceux qui balisent, inventent le chemin de sortie du capitalisme. Qu'est-ce que les communistes ont fait lorsque, disposant avec une cotisation maladie d'une masse de valeur suffisante, ils ont subventionné l'investissement hospitalier. Ils ont avancé de l'argent. Ils ont subventionné. Donc ils ont avancé de l'argent à l'hôpital. Pour que l'hôpital achète des équipements nouveaux. Cet outil nouveau a créé une valeur nouvelle. La valeur soin dans les années 50, c'est proche de zéro. Aujourd'hui, c'est 200 milliards. Cet investissement a généré donc une valeur nouvelle. Et cette valeur nouvelle a été affectée à une hausse du taux de cotisation maladie, entre autres, pas que là, la cotisation de maladie, elle est prise sur l'ensemble de la valeur ajoutée, bien sûr, enfin, le fond des gens de la valeur ajoutée, pas que dans les hôpitaux. Je prends l'exemple là, je pourrais prendre n'importe quel autre investissement, bien sûr. Et cette hausse de la cotisation maladie a permis, l'année d'après, en étant géré à l'époque encore par les travailleurs eux-mêmes, de subventionner un nouvel hôpital ou un autre équipement dans le même hôpital, etc., etc. On a fait la preuve qu'il n'y a pas besoin de s'endetter pour investir. Nous produisons la valeur. Par notre travail, nous produisons la valeur nécessaire pour l'investissement. Il n'y a aucune raison que ça nous soit prêté. Ah, sauf si ça nous est piqué. Sauf si le supplément de valeur produit par l'outil, pas par l'outil produit rien, mais par le travail rendu possible par l'outil nouveau,
sauf si ce supplément de valeur est approprié par le prêteur, approprié par un propriétaire. À ce moment-là, évidemment, que c'est du crédit qui va financer l'investissement en T+1, puisque la valeur nouvelle créée en T+1 est appropriée. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons chanté l'appropriation de la valeur par le capital. Nous nous sommes appropriés nous-mêmes la valeur supplémentaire par une hausse du taux de cotisation. C'est pour ça que la cotisation sociale a tellement mauvaise presse dans le capitalisme, qui pense que c'est une charge, c'est tout ça, d'accord ? Parce que c'est ce qui coupe l'herbe sous le pied à cette logique décisive de l'endettement pour travailler. La cotisation, elle nous a libérés de l'endettement. Et vous savez, c'est très fondamental. Quand on regarde la maîtrise de leur travail par les soignants dans les années 60-70 et qu'on la compare à leur maîtrise de leur travail aujourd'hui, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, depuis 1979, je rappelle que depuis maintenant près de 40 ans, il n'y a plus une seule hausse du taux de cotisation. Pas que maladie d'ailleurs. Le taux de cotisation connaît son sommet en 68-69. 78-79. Depuis, il est gelé, voire il baisse avec les exonérations de pièces patronales, etc., etc. Mais en matière de santé, donc, où il n'y a plus de hausse de taux de cotisation, l'assurance maladie n'est plus en mesure de subventionner les investissements nouveaux, puisque il n'y a pas de collecte par une hausse du taux de la valeur supplémentaire qui est produite. Et donc, les hôpitaux se financent par endettement, ou par partenariat public-privé, c'est-à-dire qu'ils payent un loyer des dizaines de millions d'euros par an, pendant 30 ans, à Vinci, à Eiffage ou à ceux qui ont construit l'hôpital et qui ensuite louent les murs pour que les soignants puissent travailler. Maintenant, les soignants, ils travaillent pour rembourser une dette. Ils ne travaillent plus pour travailler. Ils travaillent pour rembourser une dette. Et ça se sait, ça se voit. Ils ont perdu la maîtrise de la clinique. Ils travaillent selon les protocoles qui leur sont prescrits par des gestionnaires. Alors, tous les soignants, s'il y en a ici, ils peuvent en témoigner. Pour qu'il y ait démocratie économique, pour qu'il y ait communisme, pour que ce soit les travailleurs qui décident de ce qu'ils font, pour qu'il y ait maîtrise du travail par les intéressés, il faut supprimer toute dette pour financer l'investissement. Il faut donc supprimer le crédit. Non pas faire du bon crédit parce qu'il serait public. Pas faire un pôle public de crédit. Pas, etc. Supprimer le crédit. Vous voyez, d'un point de vue anthropologique, c'est décisif. 1. S'il y a crédit, on ne travaille plus pour travailler, on travaille pour rembourser une dette. Ça change complètement la signification du travail. 2, on devient indifférent, même si on en souffre, à la valeur d'usage de ce qu'on produit. On rentre dans la folie écologique du capitalisme, dans la folie anthropologique du capitalisme, l'indifférence à l'utilité sociale de ce qui est produit. Non, parce qu'on est méchant ou bête, non. Parce qu'on est ficelé par la dette. La démocratie économique, le communisme, la souveraineté des travailleurs sur le travail, c'est ça le communisme, la souveraineté des travailleurs sur le travail. La démocratie économique,
nos anciennes et anciens ont su créer l'institution majeure qui la rend possible, une des deux institutions majeures qui la rend possible, un autre régime de propriété de l'outil de travail, fondé non pas sur l'appropriation d'une partie de la valeur sous forme de profit, transformée en crédit, qui ensuite va complètement changer la signification du travail, puisqu'on ne travaille pas pour soigner à l'hôpital aujourd'hui, on travaille pour rembourser la dette contractée par l'hôpital pour l'outil. Ce communisme-là, il repose sur quelles institutions de la propriété? Qu'est-ce que rend possible la subvention de l'investissement? Qu'est-ce qu'elle rend impossible d'abord? Elle rend impossible le fait que nous travaillons, que chaque fois que nous travaillons, nous forgeons nos chaînes. Un salarié qui travaille pour rembourser, il enrichit le prêteur qui va continuer à décider de ce qu'on produit, où, quand, comment et pourquoi. Il forge ses chaînes. Plus il travaille, plus il s'enchaîne. C'est ce qu'avait parfaitement compris la bourgeoisie. Quand elle s'est mise à payer l'impôt à l'aristocratie, la bourgeoisie, elle n'a pas cherché l'argent là où il était. Elle n'a pas cherché à mieux répartir la valeur féodale. Elle n'avait pas comme objet une bonne fiscalité qui ferait payer les riches. Elle n'a pas eu l'objectif de taxer les aristocrates. Elle n'avait pas comme objectif la justice sociale. Non seulement elle n'a pas pris l'argent là où il était, mais elle a reconnu que l'aristocratie était dominante en lui payant l'impôt. Et en même temps qu'elle lui payait l'impôt, je suis obligé de lâcher mon micro, il lui a dit « Je t'emmerde ». Je t'emmerde, c'est-à-dire je ne travaille plus pour toi. Je ne forge plus mes chaînes par la taille et la corvée, qui fait que 3 jours par semaine, je travaille pour toi. C'est fini. Je ne bosse plus pour toi. C'est terminé. C'est ce que fait la classe révolutionnaire qui se construit au XXe siècle avec le communisme. Je soigne, je rembourse pas une dette. Je ne forge pas mes chaînes en travaillant à l'hôpital pour rembourser une dette. Je n'ai pas besoin de toi pour financer l'investissement, puisque c'est moi qui produis la valeur à la base de l'investissement. Vous voyez l'importance de la religion capitaliste, telle que son catéchisme s'enseigne à l'école, j'inclus l'université dans l'école bien sûr, qui consiste à, comme toute religion, les religions sans Dieu sont les pires, parce qu'on pense qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de religion s'il n'y a pas de Dieu. Vous voyez ça? Les religions sans Dieu sont les plus pernicieuses. Au moins Dieu, on sait un peu où il est, on voit un peu les colifichet, les trucs, mais quand il n'y a pas de Dieu, ça... En plus on estime qu'on est athée, alors on se pense vacciné contre la croyance. C'est foutu aussi. La croyance capitaliste, telle qu'elle s'enseigne dans le catéchisme de l'école républicaine, c'est qu'il est naturel que l'on rembourse un investissement, qu'il est naturel que l'on travaille pour rembourser une dette. C'est normal. C'est ça le vol de l'histoire populaire.
Le vol de l'histoire populaire, c'est de nous faire perdre la mémoire. La bourgeoisie est aidée par des organisations qui devraient évidemment transmettre la mémoire de l'innovation communiste. C'est de nous faire perdre la mémoire que nous avons déjà commencé le communisme. Que nous avons déjà commencé à sortir nos vies du travail pour se libérer d'une dette. Que nous avons déjà commencé à créer un autre régime de propriété. Non pas la propriété lucrative par laquelle un propriétaire pique une partie de la valeur pour la prêter qu'il faut rembourser, mais une propriété non lucrative qui permet de socialiser une partie de la valeur dans des caisses gérées par les travailleurs eux-mêmes qui vont subventionner un outil qui, du coup, va pouvoir être la propriété d'usage de ceux qui l'utilisent. C'est-à-dire que ceux qui l'utilisent vont pouvoir décider comment ils soignent. Et dans les années 70, les soignants décident comment ils soignent. Ils n'ont pas de gestionnaire sur le dos, il n'y a pas d'ARS, rien de tout ça. Pourquoi? Parce que l'outil c'est deux choses. L'outil, c'est quelque chose qu'on utilise, ça sert à quelque chose, et c'est un patrimoine. Ça vaut, ça s'achète, ça se vend. Un hôpital, son matériel, c'est à la fois un outil qui sert à quelque chose, qui a un usage, c'est un patrimoine. Et il y a deux versants de la propriété. Il y a la propriété patrimoniale, et puis il y a la propriété d'usage. La propriété patrimoniale, c'est le fait de pouvoir acheter et vendre un outil. La propriété d'usage, c'est le fait d'utiliser l'outil. Bien, lorsque la propriété patrimoniale est lucrative, il n'y a aucune propriété d'usage, aucune. Les travailleurs, ils font ce que le prêteur leur impose. Aucune propriété d'usage de l'outil. Parce que la propriété patrimoniale est lucrative. Parce que cette propriété repose sur une prédation suivie d'un crédit remboursé. La propriété patrimoniale non lucrative, qui est rendue possible par la subvention d'investissement, elle rend possible la propriété d'usage. La maîtrise par les travailleurs qui l'utilisent de leur outil. Il y a une énorme régression au cours des années 2000 dans la propriété d'usage de l'hôpital par les soignants. Cette énorme régression, c'est l'apparition de la dette dans des équipements qui avaient été créés sur un mode communiste, c'est-à-dire sans dette. Ça, c'est le changement du régime de propriété. Faire le communisme, construire le chemin du communiste, c'est changer le régime de propriété de sorte qu'il y ait souveraineté populaire sur le travail. Et pour qu'il y ait souveraineté populaire sur le travail, il faut qu'il y ait propriété non lucrative et donc subvention, propriété patrimoniale, qui rendent possible une propriété d'usage de l'outil. Puis, nos anciens n'ont pas fait que ça, parce qu'ils n'avaient pas les deux dans le même sabot. Nos anciennes et anciens, ils ont inventé le salaire à vie. Donc, ils ont changé le statut du producteur. Le statut du producteur, dans le capitalisme, c'est il est endetté.
Tout producteur dans le capitalisme est endetté, puisque il travaille sur un outil qui a été financé par endettement. Et c'est pas le propriétaire qui rembourse, c'est évidemment le travail des travailleurs qui rembourse l'endettement. Il est endetté. Et cet endettement le rend indifférent à l'utilité sociale de ce qu'il produit. Ça le rend très souffrant. La souffrance au travail des soignants aujourd'hui, c'est pas simplement le fait qu'ils ne sont pas assez nombreux, etc., etc., etc. C'est qu'ils voient bien que ce qu'ils font ne correspond pas à leur déontologie de soignants. On peut le dire aujourd'hui de travailleurs qui n'ont jamais connu que le capitalisme. Là, les soignants sont des gens qui ont connu le communisme et qui voient avec amertume ce que c'est que le passage à un régime capitaliste quand on était dans le communisme. Et ceux qui n'ont connu que le capitalisme, toutes les enquêtes nous le disent sur le rapport au travail des travailleurs, à quelque niveau que ce soit, ouvriers, cadres, etc. Les réponses sont toujours les mêmes. J'aime mon travail, ce que je fais, c'est de la merde. Vous savez, là, il y a nous sommes dans une impasse anthropologique, encore une fois. Ce soir, c'est écologie et démocratie économique, mais je voudrais montrer aussi l'enjeu anthropologique de la démocratie économique. C'est-à-dire, si nous voulons sortir de nos échecs depuis 40 ans, il faut que nous adressions aux tripes des travailleurs. Ils sentent dans leurs tripes qu'ils bossent pour rembourser une dette. Ils ne pourraient pas le dire, tellement ils ont été enseignés dans le catéchisme de l'école républicaine, qui leur dit que c'est normal, l'endettement, on ne peut pas financer l'investissement sans endettement, le crédit, la monnaie, c'est forcément par crédit, les économistes atterrés. Si les économistes de gauche nous disent, la monnaie, c'est forcément créé par crédit. Je vous renvoie au bouquin qui sort cette semaine au Seuil, qui est le contre-manuel de monnaie des économistes atterrés. Faut réfléchir, quand le clergé, quand le bas clergé, celui qui est proche du peuple, les économistes atterrés, c'est le bas clergé qui est proche du peuple, d'accord? Tyrol, ça c'est le haut clergé qui énonce le dogme, mais le bas clergé, il est proche du peuple, il est solidaire, d'accord? Il enseigne le catéchisme, bien sûr, aussi le bas clergé, évidemment. Il y a un enjeu anthropologique que nos programmes, le programme de France Insoumise, le programme du Parti communiste, le programme du NPA, le programme des ANA, le programme de la CGT, le programme de Solidaire, le programme de la FSU, pour prendre, disons, la gauche de gauche, ignorent complètement. C'est pour ça que nous ne sommes pas audibles. Redevenir audible, c'est être capable d'être entendu dans les tripes de ceux qui bossent. On peut sortir le travail de l'indifférence souffrante à la valeur d'usage parce qu'on peut le libérer de la dette. Et la deuxième institution d'un mode de production, c'est le statut du producteur. Et je reviens à ce que j'avais commencé, mais mon retour sur l'investissement m'a fait oublier, mais m'oblige maintenant à revenir sur ce que j'allais dire. La deuxième caractéristique du travailleur en capitalisme, c'est qu'il est nié comme producteur. Il est endetté. Il est nié comme producteur. Il est nié comme producteur. Le capitalisme, il achète des forces de travail sur un marché. Il les achète comme toute marchandise. La force de travail, c'est-à-dire la part de la personne qui est mobilisée pour produire des biens et services. Et cette part-là, elle se présente comme une marchandise.
pas se vendre soi, hein, on va vendre sa force de travail sur un marché. Elle est achetée à son prix, et le prix d'une marchandise, c'est la somme du travail nécessaire pour sa production. C'est donc que pour produire de la force de travail, il faut du logement, il faut de l'éducation, il faut de la santé, il faut de l'habillement, il faut de la nourriture, il faut du transport. Il faut satisfaire des besoins. Et dans le capitalisme, les travailleurs sont reconnus, non pas comme producteurs, mais comme des êtres de besoin. Nous ne sommes pas des producteurs, puisque la bourgeoisie s'octroie le monopole de la décision du travail, s'octroie le monopole de la décision de la production. Nous sommes des mineurs. Nous sommes des mineurs économiques. On n'est pas des sujets économiques. On est des mineurs. Des mineurs économiques dans le capitalisme. Mais les chemins du communisme ont déjà commencé. Dans le capitalisme, on est des mineurs qui avons droit à du pouvoir d'achat. Le mot pouvoir d'achat, c'est la définition capitaliste du salaire. Et c'est contre cette définition-là, cette pratique-là, que le mouvement ouvrier se construit. Il se construit en disant, nous ne sommes pas des êtres de besoin qui avons droit à du pouvoir d'achat. Nous sommes les seuls producteurs de la valeur, et nous exigeons d'être reconnus pour notre contribution à la production de valeur. Et tout au long du XXe siècle, la classe ouvrière, organisée sur un mode révolutionnaire dans le communisme comme chemin de sortie du capitalisme, chemin empirique, qui n'est écrit nulle part. Il s'agit d'inventer, au rythme des possibilités de sa construction, société par société, évidemment. Le communisme se construit contre la rémunération comme prix de la force de travail. La rémunération comme prix de la force de travail, elle nous maintient comme des mineurs, niés comme producteurs. En même temps que l'endettement nous maintient comme endettés. Et le mouvement ouvrier organisé va inventer la qualification. Donc va inventer le salaire. Il y a salaire quand il y a qualification. Au XIXe siècle, il n'y a pas de salaire. Le mot existe, mais il n'est pas du tout institué. L'institution du salaire, c'est une nouveauté communiste du XXe siècle, c'est la convention collective. La convention collective, elle va prendre tous les postes de travail dans une branche, et puis elle va les classer par niveau de qualification. C'est-à-dire par niveau de compte, pas par niveau de diplôme. C'est pas la certification, la qualification. C'est pas le diplôme. C'est la contribution à la production de valeur. Le diplôme, c'est la capacité de produire des valeurs d'usage, du travail concret. La qualification, c'est la reconnaissance qu'on produit de la valeur économique. Qu'on travaille. Qu'on n'est pas simplement dans l'activité concrète, mais qu'on est dans la production de valeur. Eh bien, l'invention du salaire au XXe siècle, comme institution communiste, le salaire c'est une institution communiste, c'est-à-dire une institution qui pose le travailleur comme producteur de la valeur, et qui donc, si la bataille politique est menée, elle peut pas l'être, bien sûr. Il suffit pas de le poser comme producteur de valeur pour que ce que je vais dire se fasse. Si la bataille politique est menée, cet individu qui n'est plus reconnu comme un être de besoin, à qui on jette comme un chien du pouvoir d'achat, avec tout le mépris anthropologique dont la bourgeoisie est capable à notre égard, ce travailleur qui est reconnu comme contributeur, bien, si la bataille politique est menée,
il va conquérir la légitimité de diriger la production. Tant qu'il est reconnu comme ayant des besoins que le patron satisfait, il n'a aucune légitimité pour diriger la production, bien sûr. C'est pour cela que le patronat va mener une lutte de classe contre la qualification. La conquête fondamentale, à côté du nouveau régime de propriété rendu possible par la subvention de l'investissement, par la suppression du crédit, grâce à la hausse de la socialisation de la valeur dans la cotisation. L'autre conquête fondamentale, c'est l'affirmation que le statut du travailleur, c'est sa reconnaissance comme producteur de valeur. Et donc, la possible bataille pour poser que lui seul est légitime pour définir ce qui est produit. Et que les autres sont des parasites. Les prêteurs sont des parasites, les employeurs sont des parasites, etc. La démocratie économique, telle qu'elle se construit dans le communisme, elle va plus loin que ce que je viens de dire. Parce que si vous qualifiez un poste de travail, si vous obligez l'employeur à payer le salarié au salaire conventionnel, c'est le poste de travail qui est payé, c'est pas le salarié, puisque c'est le poste de travail qui est qualifié. Pas de poste à poil. Qui décide du poste? Le propriétaire. Donc vous voyez que la conquête de la qualification du poste de travail, c'est une conquête anthropologiquement très importante, puisque elle pose que ce sont les travailleurs qui produisent, que c'est pas des êtres de besoin à qui on a acheté du pouvoir d'achat, c'est les seuls producteurs de la valeur, et donc, s'ils emmènent la bataille, c'est-à-dire s'ils se construisent comme classe révolutionnaire candidate à la souveraineté sur la valeur économique, bien, ils vont mener la bataille pour être les seuls décideurs en matière de production. Mais c'est une victoire à demi, si on qualifie le poste, puisque le poste, c'est la propriété du capitaliste. Donc, le mouvement ouvrier, il sait très bien. C'est pour ça qu'il va aller plus loin. Il va qualifier les personnes. Qualifier les personnes, c'est dire que je n'ai pas besoin d'un poste pour être reconnu comme travailleur. Ce n'est pas mon poste de travail qui décide de mon salaire. C'est moi qui suis qualifié, pas mon poste. Là, nous sommes dans le statut communiste du travailleur. Le statut capitaliste du travailleur, c'est un individu sur le marché qui, s'il est embauché, va être reconnu à travers la qualification d'un poste, mais lui, il n'est jamais reconnu en tant que tel. Et le capital, il tient très fortement. Parce que le capital, il dépend non pas ses sous. Contrairement à ce que dit le dicton populaire, on n'a jamais les patrons au portefeuille. C'est pas en leur piquant des sous qu'on a les patrons. C'est en leur piquant le pouvoir sur le travail. La classe dirigeante, c'est pas la classe qui a les sous. C'est pas en prenant le pouvoir sur l'argent qu'on sort du capitalisme. Tout ça est absurde. On sort du capitalisme en prenant le pouvoir sur le travail. Et donc sur les sous. La classe dirigeante n'a de pouvoir sur l'argent que parce qu'elle a le pouvoir sur le travail. Donc dire, prenons le pouvoir sur le travail, nationalisons le système, les sous, nationalisons le système bancaire, tout ça, c'est des cataplasmes sur une jambe de bois.
c'est le pouvoir sur le travail qu'il faut prendre. D'une part, en supprimant le crédit pour sortir de la dette, d'autre part, en qualifiant les personnes, en faisant du salaire un droit politique de la personne, et non pas l'aléa d'un poste de travail sur lequel on est embauché, puis dont on est licencié. Le capital maîtrise nos vies, d'une part en nous endettant, d'autre part en ne nous reconnaissant pas comme producteurs, chaque fois qu'il le peut, en nous reconnaissant comme des êtres de besoin. Et quand il est obligé de nous reconnaître comme producteurs parce que le poids syndical a pu imposer un salaire à la convention collective, en reconnaissant le poste comme producteur, mais pas nous. C'est pourquoi la bataille pour que le salaire devienne un attribut de la personne et non pas de l'emploi, c'est la bataille révolutionnaire par excellence. Le salaire doit devenir un attribut de la personne. À 18 ans, chacun doit avoir le premier niveau de qualification et les 1400 balles nettes, mettons, et à vie qui va avec, comme droit politique. Quoi qu'il fasse. Et puis, s'il passe des épreuves de qualification dans lesquelles va être évalué ce qu'il a fait dans les 5 ans qui précèdent, ou je sais pas quoi, par des jurys, donc il faut se mettre d'accord sur leur composition, etc., et leurs compétences, alors il montera en qualification. Tout le monde à 18 ans à 1400 balles, 1500 balles ou 1700 balles, enfin ça, ça se discute, net. C'est autour de ces chiffres-là que sont les propositions syndicales aujourd'hui. Et puis, on peut aller, mettons, jusqu'à 6000 balles. Salaire maximum. Quelqu'un qui a besoin de plus de 6000 euros pour travailler par mois, c'est qu'il n'aime pas son boulot, ça c'est sûr. C'est un DRH, ça qui en fait faire de telle merde qu'il faut bien le payer. Évidemment. Si on veut qu'il licencie les gens, il faut le payer correctement. Et puis avec des stocks options, la Muriel Pénicaud, qui lui permettra de gagner 200 000 euros en licenciant 900 cadres de chez Danone. Donc, toute la recherche scientifique fondamentale en France, mais dans tous les pays européens, est faite par des gens qui gagnent moins de 6 000 euros par mois. S'ils avaient besoin de plus, ça voudrait dire qu'ils n'aiment pas leur boulot. Quand on aime son travail, on n'a pas besoin du dérivatif de haut salaire, on ne sait pas quoi foutre, il y a 6 000 euros, mais qu'est-ce que vous allez foutre de haut sous? Sinon emmerdez le monde, en gros. Donc, alors c'est ce que nous avons fait. Nous avons créé, en matière de production, prenons la production de recherche, des personnels qui sont payés à vie, c'est-à-dire qui sont qualifiés pour leur personne et non pas pour leur poste, qui sont libérés du chantage à l'emploi, qui sont libérés du chantage à la dette puisque l'outil de travail est subventionné, et qui vont pouvoir progresser dans un rapport de 1 à 3,5 à peu près. C'est là qu'on en est, si on prend, mettons, les salaires dans la recherche, ça va à peu près de 1 à 3,5. On peut faire une activité aussi fondamentale que la recherche scientifique avec des gens dont l'écart de salaire va de 1 à 3,5 et avec un salaire maximum qui tourne autour de 5 500 euros à peu près dans ce champ-là. Donc, nous avons inventé, bien sûr, le communisme. Les débuts du communisme, évidemment, de même que la bourgeoisie au XIVe siècle, elle invente les débuts du capitalisme. Mais si on met pas le mot communisme sur ces débuts, qu'est-ce qu'on a comme tremplin? Sur quoi on s'appuie pour sortir du capitalisme? Si on appelle ça une conquête démocratique, des communs, communisme. Arrêtons les euphémismes, arrêtons les périphrases.
le communisme, tel que nous avons commencé à le construire, et mieux que ça en matière de santé, nous avons inventé le travail indépendant communiste. Non seulement le travail employé comme dans la fonction publique hospitalière, mais les libéraux de santé, qu'est-ce que c'est? J'exclus le secteur 2, j'exclus les dépassements honoraires, tout ça c'est des choses qu'il faut supprimer bien sûr, mais le secteur 1, à condition qu'il soit revalorisé et qu'il n'y ait pas besoin de secteur 2. Le secteur 1, c'est une convention que passent des médecins, des kinés, des infirmiers, enfin tous des soignants libéraux, qui sont des travailleurs indépendants, et qui échappent à la logique du marché et à la logique du capital. Ils sont payés par la socialisation du salaire qu'opère l'assurance maladie. Alors on peut supprimer le paiement d'acte aussi, ça restera des travailleurs indépendants. Donc l'invention communiste du XXe siècle, elle est prodigieuse. Notre histoire populaire, elle est glorieuse. Pèse sur nos vies, d'une part, en permanence, l'irresponsabilité. Nous n'avons pas la propriété d'usage de l'outil de travail, puisque c'est une propriété patrimoniale lucrative qui interdit toute propriété d'usage dans les travailleurs eux-mêmes. Donc nous ne décidons pas de l'investissement, nous ne décidons pas de ce que nous produisons, nous ne décidons pas des fournisseurs, nous ne décidons pas des clients, nous ne décidons pas du collectif de travail, nous ne décidons de rien d'essentiel. On nous fait passeter avec le travail concret, c'est d'accord. Il y a la décision sur ce qui a valeur, sur la chose de valeur, dans le capitalisme existant. Nous sommes à la fois irresponsabilisés et en même temps suspectés. Suspectés dans l'entretien annuel avec le N+1. Est-ce que tu es vraiment à ta place? Il ne faudrait pas que tu fasses un petit stage de formation pour améliorer ton employabilité. Tu as une distance là à ton emploi, là, et regarde là, toi. Oh, les gros, ta distance à l'emploi. Suspecté. Et suspecté depuis l'enfance. À quoi ça sert les notes à l'école? Sinon à nous confirmer qu'on n'est pas digne. Sauf pour ceux qui ont 18-20. Pour ceux-là, ils sont confirmés qu'ils sont dignes. Et tous ceux qui se traînent des 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 encore. Qui se traînent ça? Ils sont éduqués à l'indignité. C'est à ça que ça sert l'école. Nous éduquer à l'indignité. La suspicion. J'écris dans Vaincre Macron, parce qu'il faut que je le vende quand même. J'écris dans Vaincre Macron beaucoup d'autres choses aussi passionnantes, je l'espère, que ce que je raconte. J'écris dans Vaincre Macron que cette cohabitation permanente en nous de l'irresponsabilité sur l'essentiel et de la sanction, ou de la menace de sanction, c'est un perturbateur anthropologique aussi grave que les perturbateurs endocriniens. Il faut absolument que nous nous adressions à tous ceux à qui nous essayons de redonner du punch, parce qu'aujourd'hui, bon, on n'a pas besoin de tracer un grand roman, nous sommes dans une phase un peu dépressive, effectivement. Il faut que nous nous adressions encore une fois à leur expérience sensible, fondamentale, et que nous leur disions, mais vous êtes dignes, vous êtes capables. Le communisme, c'est en permanence la confirmation des personnes, alors que le capitalisme est en permanence la disqualification, la suspicion. Confirmer les personnes, ça veut dire que le salaire doit être un attribut politique de la personne. Une fois qu'on a un niveau de salaire, il ne peut pas disparaître. Il ne peut pas être mis en cause. Il peut stagner, c'est vraiment pour rien, mais il ne peut pas régresser. Et puis il faut des institutions de la qualification qui soutiennent, parce qu'on a tous des moments d'errance, des moments d'abandon, etc. On a tous absolument,
qui nous soutiennent. Mais alors que le service public de l'emploi, c'est un truc qui nous disqualifie en permanence. Là, il s'agit de faire un service public de la qualification, qui en permanence, au contraire, nous travaille à notre confirmation. C'est ça le communisme. Et le communisme, il est déjà là, à travers le statut de la fonction publique, à travers les financements de l'investissement sans dette. Je rappelle qu'en même temps que de 58 à 75 à peu près, on a entièrement modifié l'appareil éducatif. De 65 à 75, on a créé 3600 lycées et collèges, un peu plus, un par jour, pendant 10 ans, en s'endettant, de sorte que les enseignants travaillaient pour rembourser une dette, et non pas pour travailler, pas du tout, en augmentant l'impôt. C'est-à-dire en augmentant la part de la valeur qui ne va pas au profit capitaliste. Je ne dis pas vive la bonne cotisation, à bas de mauvais impôts, pas du tout, comme hélas se prépare un certain nombre de tracts là à propos de la CSG. Vous avez de très bons impôts, ceux qui payent le salaire à vie des fonctionnaires, c'est un très bon impôt. L'impôt qui fait un marché public à Vinci, c'est un très mauvais impôt. Regardez, j'étais à Montpellier en début de semaine, j'étais à Montpellier, je regardais le Midi Libre, à Montpellier, là, en train de se négocier 882 millions, ça c'est les transports publics, un contrat, 882 millions d'argent public qui sont apportés là. À qui? À Transdev. Ça, c'est un très mauvais impôt. Puisqu'il alimente le pouvoir de ceux qui nous empêchent de décider au travail. Et ces 882 millions, ils pourraient aller à des coopératives de transport gérées par les travailleurs eux-mêmes. Nous pourrions avoir dans nos programmes, ça n'est pas le cas, hélas, nous pourrions avoir dans nos programmes interdiction des marchés publics aux groupes capitalistes. Seules les entreprises qui sont la propriété de leurs salariés peuvent souscrire à des marchés publics. C'est de l'argent public. Là, on va sortir les coopératives de la marginalité, etc., etc. Vous voyez, j'arrête là parce que je voudrais que dans le débat, on voit maintenant c'est quoi aujourd'hui continuer ce qu'ont fait nos anciennes et anciens quand ils ont commencé à construire le communisme. C'est quoi continuer aujourd'hui à être communiste? Pas besoin de l'applaudissement, on est là pour travailler, on n'est pas là pour le spectacle. Donc, si vous voulez bien... Je suis un ancien paysan travailleur de la Confédération paysanne. Donc j'ai eu un passé assez lourd en la matière. La question que je pose, elle est terrible, elle est tragique. Le foncier en France, entre les mains de qui va-t-il, ce foncier, entre les mains va-t-il tomber? Est-ce que les agriculteurs aujourd'hui, dans la très grande majorité, sont dans l'incapacité de reprendre le bien que leurs propres parents leur avaient transmis? C'est un terrible problème. Je lisais un travail récemment sur le vin de Banyuls. Le vin de Banyuls, c'est un vin qui se fait dans des pentes très importantes, si bien que c'est un dispositif par muret, et qu'il n'y a pas de mécanisation possible. Et jusqu'ici, la tradition paysanne, disons, des vignerons faisait qu'on se transmettait effectivement en famille ces terres qui ne pouvaient pas devenir un enjeu capitaliste parce qu'il n'y avait pas de mécanisation possible de l'affaire. Et puis, cette transmission familiale ne s'opère plus.
Et vous avez maintenant d'une part, vous avez, et puis deuxièmement, sont apparues dans les années 50 des coopératives qui ont dessaisi les viticulteurs, enfin qui ont transformé des vignerons en viticulteurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus eu la maîtrise de la vinification et de la vente du vin. Et c'est par la coopérative que le capital est entré. En plus, récemment à Banyuls, Bouygues vient de construire une énorme coopérative à un prix tel que maintenant tous les coopérateurs sont extrêmement endettés. Et les producteurs de Banyuls, ils bossent pour rembourser la dette. Du coup, la transmission se fait de plus en plus mal parce que personne n'est candidat pour ce genre de truc. Et donc, Bouygues, du coup, compte tenu que vous avez des murets qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, c'est très beau, hein, est en train de dire, mais attendez, je vous rachète vos terrains. Il a de quoi, il est suffisamment lié à la corruption des élus locaux et il les corrompt suffisamment pour que tout ça devienne constructible. Et puis nous allons aller vers du tourisme, hein, à la place de la production agricole. Alors, ce que vous décrivez, c'est effectivement quelque chose qui se voit partout. Et chacun sait, depuis Adam Smith, ça fait depuis longtemps, hein, que lorsqu'une région est vouée au tourisme, c'est foutu. Elle perd toute dynamique interne. Elle dépend entièrement de l'extérieur. Avec une relation de domesticité vis-à-vis des gens qui étaient des producteurs, qui deviennent des domestiques de touristes, qui méprisent par ailleurs, forcément. Il y a à la fois mépris et domesticité vis-à-vis des touristes. Enfin bref, c'est une qualité touriste. Eh bien, lorsque ça devient l'activité centrale d'un territoire. Comment sortir de ça? La Confédération paysanne, elle a une proposition qui est très juste, hein, c'est de faire de la PAC à l'actif. Si la PAC, c'est 10 milliards par an, et il y a 500 000 exploitants. Si vous divisez 10 milliards par 500 000, ça fait 20 000 euros par tête de PIB. La revendication de la Confédération est très juste. Hein. Tout paysan doit disposer de 20 000 euros. Quelle que soit son efficacité ensuite marchande sur le marché de ce qu'il produit. C'est ça, les prémices d'un salaire à vie lié à la personne. C'est ça qui va permettre de sortir les paysans des 800 euros par mois qui sont la moyenne de leur revenu. C'est cette socialisation de la valeur qui permet d'affecter. Alors, encore une fois, c'est pas la forme communiste, c'est pas un salaire à la qualification. Hein. Les paysans, ils ont une qualification très supérieure à 20 000 euros par an, bien sûr. Mais il n'empêche que c'est déjà un chemin vers l'affirmation que nous avons le droit politique. Quoi qu'il fasse ce paysan, il a 20 000 euros. C'est un droit politique d'être reconnu comme producteur. C'est ça encore une fois, le capitalisme, encore une fois, en permanence, il nous suspecte. Le communisme, il nous confirme. Nous sommes légitimes. Alors, sur le foncier, bien sûr, doit être gratuit. Donc ça, il faut avoir toute une campagne sur la gratuité du foncier. Pour que, ça suppose bien sûr que les agriculteurs, les paysans aient un salaire à vie qui fait qu'ils ne dépendent pas pour leur retraite de la vente du foncier. Il y a un le point de départ, c'est que là, c'est ce que tu viens de dire, ce que je viens de comprendre, c'est que le salaire c'est un attribut, ce qui suppose, pour ce T0, le financement, comment on fait pour financer au départ, pour qu'on donne un salaire
sa vie pour que le cycle économique, sans passer par les valeurs d'échange et par les marchés, puisse se faire. C'est cette transition, quand on sait que près de 60% des flux économiques sont maintenus, sont dominés par les 1000 grandes firmes transnationales, qui n'ont pas besoin de crédit pour financer le renouvellement du cycle sur les établissements, les mesures où si elles qui ont le fric et si elles qui prêtent, que dire, cette société est-elle possible sans remettre en cause ce formidable pouvoir des firmes transnationales? Voilà, moi c'est parce que certes dans les bouquins que tu as et dans le discours que tu as, tu sembles, je me trompe, hein, mais tu sembles dire qu'il suffit qu'on mette en cause sur le crédit, qu'il suffit qu'il y ait la volonté politique, et c'est vrai, pour qu'on se transforme toutes les boîtes dans des scopes, hein, ou qu'on se réapproprie d'un leur visage, donc tu sembles un peu mettre de côté cette réalité qui nous emmerde, quoi. Je prends par exemple une proposition sectorielle tout à fait intéressante, hein, comme mesure possible, dès lors que on a convaincu un nombre suffisant d'électeurs pour que on puisse élaborer une loi en ce sens. C'est ce que propose Pierre Grimbert pour la presse, par exemple. Il dit, la presse, aujourd'hui, elle est sous la propriété patrimoniale lucrative de 9 milliardaires, globalement, la presse d'information, papier et numérique. Ce qui empêche toute propriété d'usage par les rédactions de cet outil. Et puis, deuxième frein à la propriété d'usage de l'outil, c'est que la presse d'information, elle dépend de la publicité, qui vient là aussi des multinationales et de quelques groupes milliardaires. Comment sortir de cela? Il a fait des calculs qu'il a exposés dans le monde diplomatique, de façon extrêmement convaincante. Il a fait le calcul que si on imposait une cotisation presse, que les entreprises affectent à cette cotisation 1% de leur valeur ajoutée, il faut créer une cotisation, donc presse, cette cotisation ajoutée au chiffre d'affaires des journaux vendus, parce qu'il ou des abonnements sur le net, en fait, etc. Il ne s'agit pas du tout de faire de la presse gratuite, absolument pas. Il s'agit de conserver un marché de la presse, mais cette cotisation plus le chiffre d'affaires de la presse, de la vente, ça permet d'assurer la subvention de l'investissement, un investissement qui peut être mutualisé, parce que ça peut déjà aujourd'hui, ça peut être une imprimerie peut servir à plusieurs titres, enfin, etc., une base de données numérique peut servir, etc., à plusieurs titres. Et ça permet d'assurer le salaire à la qualification personnelle de tous les personnels, pas seulement les journalistes, tous les personnels de la presse, depuis l'imprimerie jusqu'à la distribution. Donc, voilà un exemple sectoriel, qui est pas, il ne s'agit pas de passer de rien à tout, ça c'est pas possible, c'est pas jamais comme ça que ça se fait. Mais vous pouvez multiplier les exemples sectoriels. Vous pouvez faire un travail, par exemple, ce que font un certain nombre de gens qui, aujourd'hui, ont à la fois les compétences informatiques et les capacités de conviction d'un certain nombre de municipalités d'autre part, pour tailler des croupières à Airbnb ou à Deliveroo ou à Blablacar pour des
des bases, des plateformes qui soient des coopératives, et non pas des lieux de rente capitaliste comme le sont aujourd'hui ces plateformes. Là, il y a déjà quelque chose qui sont en route. Hein. Alors, il faut évidemment atteindre un poids spécifique suffisant, bien sûr, hein, mais là, nous sommes là dans la détermination politique et puis dans la capacité organisationnelle qui est nécessaire, évidemment, pour un combat révolutionnaire. Bon, là, c'est des choses sectorielles. Maintenant, en intersectoriel, vous pouvez avoir une mesure comme celle-ci. Les entreprises vont devoir cotiser 300 milliards de plus que ce qu'elles cotisent. Elles cotisent actuellement 500 milliards, plus les salaires directs. Elles vont devoir cotiser 300 milliards de plus, c'est-à-dire la valeur ajoutée marchande, c'est 1400 milliards, hein, sur un PIB de 2100 milliards. Elles vont donc devoir cotiser, combien ça fait 300 sur 1400, à peu près 20%. 20% de leur valeur ajoutée. Donc, je vais dire ce qu'on va en faire, hein, ces 300 milliards. Mais c'est à ce niveau-là qu'il faut avoir une ambition, hein, de socialisation de la valeur. C'est pas quelques milliards qui vont changer la donne. Donc, ça suppose ce que je vais dire. Ces 300 milliards, les entreprises ne peuvent absolument pas cotiser 20% de leur valeur ajoutée. En revanche, ça peut être une opération blanche si elle ne rembourse pas 300 milliards de dettes. Là, si nous menons cette bataille, encore une fois, cette bataille politique, et quand je dis politique, c'est-à-dire qui s'adresse à l'intelligence et à la sensibilité des travailleurs, à leur expérience, hein, qui les sortent du bof, oui, je crois, etc., qui les mettent en marche dans quelque chose qu'ils désirent. Un travail donc sur l'illégitimité de s'endetter pour travailler. Il n'y a pas de légitimité. On doit travailler pour l'utilité sociale de ce qu'on fait, pas pour rembourser une dette. C'est la condition si on veut sortir de l'impasse écologique à laquelle beaucoup aujourd'hui sont sensibles. Cette impasse écologique elle est quand même maintenant très comprise. Ça veut dire que boîte par boîte, on va regarder la valeur ajoutée. Mettons une boîte, elle a 1 million de valeur ajoutée dans l'année. Ça veut dire qu'elle va cotiser 200 000 euros pour faire ce que je vais dire, mais qu'elle ne remboursera pas 200 000 euros de dette. C'est-à-dire que les syndicats, c'est ça le rôle des syndicats, c'est de sortir. Pascal parlait de la pleurnicherie, de la dénonciation, etc. Si on ôtait la pleurnicherie et les dénonciations de nos tracts, il ne resterait rien, globalement. C'est là que nous en sommes. Donc, le rôle, évidemment, des organisations, c'est d'auto-organiser les travailleurs, et les équipes syndicales sont parfaitement capables d'avoir accès à la comptabilité de la boîte, et de dire, ben voilà le niveau d'endettement. Cette boîte qui fait 1 million de valeur ajoutée, en fait, elle a 3 millions de dettes. Elle ne va pas rembourser cette année 200 000 euros. Elle ne les rembourse pas. Elle ne les rembourse pas, c'est-à-dire que nous faisons fuir les prêteurs. C'est très important de les faire fuir, les prêteurs. Ce sont des parasites. Il faut absolument qu'on sorte de nos têtes ce que la religion capitaliste enseignée dans le catéchisme de l'école républicaine, je suis un peu lourd, mais il faut quand même redire les choses, nous dit en permanence. Hein. Il faut faire reset aux prêteurs. Il faut qu'on ait une bonne note des agences de notation et un taux de crédit qui ne soit pas trop élevé. Les prêteurs sont des parasites dont nous allons nous débarrasser. Et nous en débarrasser, c'est d'abord les faire fuir, tous à Coblence. Il faut les envoyer à Coblence, qu'ils y aillent d'eux-mêmes. D'accord. Et pour qu'ils y aillent d'eux-mêmes, il ne faut pas les rembourser. Évidemment que nous aurons des problèmes avec les tribunaux, etc. C'est là qu'une mobilisation populaire contre la justice de classe va devenir possible. Et qui ne va pas s'appuyer que là-dessus. Parce que la justice de classe, c'est la justice qui criminalise les syndicats, c'est
La justice de classe, on la voit partout. Aucune bagarre contre la justice de classe dans ce pays. C'est un scandale. Donc nous allons mener en même temps une bataille contre la justice de classe. Nous allons disqualifier ces juges qui sont incapables d'entendre par solidarité de classe l'argumentation syndicale quand elle est faite par un juriste, un avocat de la CGT ou solidaire, qui sont toujours du côté des patrons. Alors, évidemment, tout ça, ça fait partie de la bataille politique d'un révolutionnaire. Donc, ne pas rembourser les 200 000 €. Pour la boîte, c'est une opération blanche. Donc. Au lieu de rembourser les parasites, elle verse 200 000 € de sa valeur ajoutée, 20%. Qu'est-ce qu'on fait des 300 milliards que l'addition des 200 000 € de chaque boîte nous donne? Nous allons le gérer nous-mêmes. Là encore, ça suppose que nous entretenions la mémoire de cette époque communiste, du début du communisme, d'accord, où nous avons géré nous-mêmes l'équivalent du budget de l'État dans le régime général. Ce qui a été la bête noire de la classe dirigeante qui a utilisé De Gaulle pour interrompre cette extraordinaire expérience collective qui avait duré près de 20 ans. Donc nous allons évidemment réentretenir cette mémoire. Là aussi c'est très important de nous adresser à la fierté de l'histoire populaire. Sinon on laisse ça au Front National. Il va aller chercher la fierté dans un récit national autour de Clovis, de Jeanne d'Arc. Je crois quel connard, d'accord? Nous avons à susciter cette fierté populaire à travers notre histoire de l'émancipation. Ça aussi, ça fait partie de la tâche politique permanente. Et cette gestion de 300 milliards par des gens que, par ailleurs, il faut en permanence répéter qu'ils sont dignes. Et qu'ils doivent avoir la preuve de leur dignité par un salaire qui est un attribut de la personne, qui ne peut pas leur être enlevé, qui est un droit politique. Si on ne se bat pas là-dessus, on va tous se retrouver avec leur revenu de base de Hamon. Ce sera catastrophique. Mais il ne suffit pas de dire non au revenu de base. Il faut être capable de dire c'est quoi l'alternative communiste à cette saloperie? C'est quoi? C'est le salaire comme attribut de la personne. Ce que nous avons déjà fait, j'ai pris l'exemple de la santé, mais il n'y a pas que, il y a 5,5 millions de fonctionnaires, etc., etc. Il y a la moitié des retraités qui ont un salaire à vie. Sur les 15 millions de retraités, il y en a la moitié qui sont dans la survie, surtout des femmes. Et puis, il y a la moitié, ça fait quand même 7 millions de personnes qui ont une pension qui est entre 80 et 100% de leur salaire. C'est un salaire à vie. Ils ont une responsabilité, vous savez. Ils ont bossé pendant 40 ans, ils savent y faire, ils ont un salaire, ils vont pas devenir des bénévoles qui font du soutien scolaire. Ils vont évidemment mettre leurs compétences au service d'entreprises marchandes communistes, celles que font leurs enfants. Parce que nos enfants, une partie d'entre eux, ils sont en sécession. Ils sont en réussite scolaire, ils jouent pas le jeu du capital. Ils veulent pas produire de merde pour le capital. Ils sont dans de l'alternative qu'ils font par du bricolage avec des prestations de services, plus ou moins transformées en salaire dans des coopératives d'activité d'emploi ou ils bricolent avec le RSA. Eux, ils peuvent être tentés par la saloperie des 800 balles de pouvoir d'achat qu'on jette comme à des chiens de Hamon. Il faut s'adresser à eux, dire, mais vous avez droit au salaire. C'est-à-dire que ces 300 milliards, nous allons en affecter la moitié à augmenter la part de ceux qui ont un salaire lié à leur personne. Et tous ces jeunes-là, ces trentenaires éduqués, éduqués, ils le sont tous, ces trentenaires diplômés, qui sont dans la sécession, avec en risque soit de marginalité, soit de récupération par le capital, il s'agit de les confirmer dans cette entreprise. D'une part, en affectant plusieurs dizaines de milliards de la cotisation à des salaires de 2 000, 3 000, 4 000 euros à vie. Hein. Il s'agit de, c'est par cela
Ceux par lesquels il faut commencer, c'est ceux qui ont décidé de ne pas produire pour le capital. C'est ça un révolutionnaire. La bourgeoisie, elle était révolutionnaire. Nous ne produirons pas pour l'aristocratie. Les révolutionnaires aujourd'hui se disent, nous ne produirons pas pour le capital. Il faut les soutenir. Alors les soutenir à la fois en affectant une partie des cotisations ainsi collectées, par non-remboursement de dettes. On ne taxe pas le capital. Taxer le capital, c'est le justifier, c'est le légitimer. On l'assèche. C'est tout à fait autre chose. Ces 150 milliards que nous allons affecter à augmenter la part du salaire à vie dans les travailleurs. Eh bien, par exemple, nous allons le faire en direction de cette jeunesse éduquée qui est dans l'alternative. Nous allons le faire aussi en sa direction en affectant les 150 autres milliards, entre autres, à la subvention d'investissement de ces entreprises. Elles n'auront à payer ni leurs travailleurs, parce que c'est la caisse qui les paye, ni leurs investissements, puisqu'elles sont subventionnées. Là, nous allons sortir toutes ces alternatives de la situation où elles sont, au bout de 3 ou 4 ans d'existence. Soit elles ont réussi, elles sont récupérées par le capital. Prenez La Ruche qui dit oui. Ça démarre très bien, ça finit très mal. C'est maintenant Xavier Niel, je sais pas comment il s'appelle ce connard, mais Niel, c'est ça qui est le propriétaire, exit les ambitions initiales de faire de l'alternative. Nous sommes au cœur du capital avec La Ruche qui dit oui, et puis les travailleurs, c'est des gens qui s'auto-exploitent comme auto-entrepreneurs. Donc, vous voyez, là, nous avons une alternative qui a réussi. C'est-à-dire qu'elle est devenue capitaliste. Et puis, au cœur du capitalisme. Et puis, nous avons l'alternative qui réussit pas. Voilà, on est dans la marge. On est indéfiniment dans la marge. Voilà. Sortir ces révolutionnaires objectifs que sont ces sécessionnistes et sortir de la marge ou de la récupération, ça suppose évidemment que nos organisations syndicales et politiques veillent scrupuleusement à soutenir, comme à soutenir toute la reprise des entreprises par les salariés. Les 150 milliards que nous allons affecter à la subvention de l'investissement, nous allons mettre une condition que nous gérerons nous-mêmes. Alors, c'est des caisses que nous gérerons nous-mêmes, bien sûr. Nous allons mettre une condition de cette subvention, que l'entreprise subventionnée devienne la propriété de ses salariés. Vous voyez, il faut des institutions qui supportent une dynamique. Spontanément, les travailleurs aujourd'hui, ils ne sont pas demandeurs d'être propriétaires. On leur a tellement dit qu'ils étaient indignes, que l'économie, c'était les autres qui étaient dignes. Donc, ce travail de dignité, ce travail de confirmation des personnes, ça passe par des institutions, ça passe pas que par du prêchi-prêcha. Une institution qui dit, si vous voulez être subventionné, il faut que vous preniez la propriété de votre boîte. Là, ça suppose évidemment que nous fassions bouger la jurisprudence, que nous arrivions au pouvoir sur des strapontins. Les communistes ont été au pouvoir sur des strapontins pendant 1 an. En 1946, ce qu'on donne à des communistes, c'est-à-dire la santé, le travail, enfin voilà, puis démerdez-vous avec ça. Mais évidemment, pas l'économie et les finances, pas la présidence du Conseil, pas les affaires étrangères, pas l'intérieur, pas la justice, rien de tout ça, d'accord. Les strapontins, ils ont fait merveille. Il n'y a pas besoin de prendre le pouvoir d'abord. La bourgeoisie, elle a pris le pouvoir en 89. C'est-à-dire quand elle avait pris le pouvoir économique. Si vous prenez le pouvoir politique sans avoir pris le pouvoir économique, ça donne quoi? Ça donne Syriza. C'est évident. Il y a une irresponsabilité à se donner comme ambition la prise du pouvoir politique. Quand il n'y a pas une maturité suffisante de la démocratie économique. La démocratie économique est la condition sans quoi il n'y a pas de changement du régime politique. La bourgeoisie, elle n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Elle a changé le régime politique, le régime économique, et ensuite le régime politique. Un mouvement politique de se donner comme objet
le changement du mode de production. Ça, c'est l'objet d'un mouvement politique. Évidemment, pour changer le mode de production, il faut qu'il y ait une loi qui, effectivement, autorise le non-remboursement de la dette dont je viens de parler. Donc, il faut parvenir au pouvoir, même ponctuellement, même sur des strapontins, donc on ne change pas le régime politique, mais avec un programme qui n'est pas celui que nous avons aujourd'hui. Qui n'est pas, je ne sais pas quoi, prendre le pouvoir sur l'argent. Un programme qui est prendre le pouvoir sur le travail. Et donc, à quoi pouvons-nous affecter les 150 milliards qui iront à l'extension du salaire à vie? À faire ce que la CGT revendique depuis 1997, sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire maintien du salaire entre deux emplois, à durée indéterminée, 100% du salaire, jusqu'à ce qu'on retrouve un emploi à salaire équivalent. Ça, c'est la revendication. Ça veut donc dire que la qualification n'est plus l'attribut d'un poste, mais de la personne. On a étendu le salaire à vie. Vous voyez, c'est pas la prise du palais d'hiver, c'est pas le grand soir, il n'y a pas besoin du grand soir, je le dis clairement. Ce dont nous avons besoin, c'est soit sectoriellement, soit de manière intersectorielle, d'avoir des propositions qui sont immédiatement possibles. Ce que je viens d'énoncer là, c'est pas la sortie du capitalisme. On ne sort pas du capitalisme par décret. On sort du capitalisme en instituant toujours davantage le communisme. C'est-à-dire 150 milliards pour subventionner l'investissement et augmenter la propriété d'usage des entreprises, 150 milliards pour augmenter la part du salaire à vie parmi les travailleurs. Voilà des propositions qui, soit sectorielles, soit interprofessionnelles, sont tout à fait réalistes, de même se battre pour que les marchés publics soient réservés aux entreprises qui sont leurs salariés. Et ça, c'est une bataille décisive. Or, c'est l'historien de la Sécu qui parle. Comment la Sécu s'est construite? Par les marchés publics. Le cœur de la Sécu, avant le régime général qui vient tout bouleverser en 1946 et qui rebat les cartes complètement sur un mode communiste, mais avant la Sécu, elle est capitaliste pour l'essentiel. La Sécu, dont le cœur c'est les allocations familiales, les allocations familiales, elles sont créées d'abord dans le service public, mais ensuite dans le privé, ça démarre avec la reconstruction d'après-guerre de 1914. Les destructions sont massives et les marchés publics de la construction mettent comme condition pour que le moins-disant soit le mieux-disant, disons, l'obligation d'allocation familiale dans les entreprises qui soumissionnent au marché. Je ne me prononce pas sur le fait que c'était bien ou mal, c'est une autre question ça. Ce que je veux dire, c'est que les marchés publics sont un outil considérable de mutation possible du statut du producteur et de la propriété des entreprises. Bon, voilà quelques pistes. Nous ne sommes pas nous seuls et nous sommes très minoritaires. C'est-à-dire que la doxa dans les sciences sociales, c'est de dire qu'il y a une seule classe sociale, la bourgeoisie. En face, il y a des vaincus. Et moi, comme chercheur en sciences sociales, je dénonce le capital, qui génère des victimes. Et je suis solidaire de ces victimes. Voilà le chercheur type en sciences sociales. Un collabo. En quoi être dans cette posture-là que j'ai longtemps partagée? C'est une posture collaborationniste. Parce que si vous dites il n'y a qu'une seule classe pour soi, pour reprendre les termes marxiens, classe en soi, classe pour soi, qu'il n'y a qu'une seule classe qui est consciente de ses intérêts et qui est capable de les promouvoir, et puis qu'en face il y a des révoltes, il y a des pas de côté, il y a des moments de rapports de force favorables, mais qui sont grignotés très vite. Vous écrivez le récit capitaliste du rêve. La classe dirigeante, elle a absolument besoin que l'on écrive le récit
comme celui de son pouvoir. Que l'on écrive le récit de l'inexistence d'une classe révolutionnaire. On a absolument besoin. Et donc elle a besoin de chercheurs, les économistes atterrés par exemple, qui soient des dénonciateurs du capital au service de victimes. Et vous comprenez comment les syndicats adorent ce genre de chercheurs, puisqu'ils les confirment comme victimes. Il leur donne du confort dans leur impuissance. Moi, j'ai mis du temps. Je le raconte dans une conférence gesticulée que je suis prêt à venir faire ici, moyennant 900 balles, je vous dirai pourquoi. J'ai mis du temps à passer de cette pause tout à fait classique dans ma profession. J'écris en semaine le récit capitaliste du réel. La Sécu, c'était une nécessité pour le capital. C'était la période fordiste. Et le fordisme, c'est la production de masse à grande échelle. Donc il faut écouler la camelote. Donc il faut solvabiliser la population de la naissance à la tombe. C'est la Sécu. Les travailleurs, ils ont conquis quelque chose dans la Sécu? Pas du tout. Ils ont été les idiots utiles du capital. Fallait ça. Ça, c'est le récit que mes chers collègues écrivent. Ce sont des collabos. Mais les collabos, ils ont toujours mauvaise conscience. Alors, ils ont une casquette du dimanche. Ils sont au service des victimes. Ça vaut pas que pour mes chers confrères, ça vaut pour notre rapport aux migrants. Lorsque l'on a renoncé à être révolutionnaire, je vais venir à votre question sur l'Europe, d'accord? Lorsqu'on a renoncé à être révolutionnaire, c'est-à-dire lorsque l'on a renoncé à se battre pour le pouvoir sur le travail, et qu'on se bat pour une meilleure répartition des richesses, alors on va se battre pour le partage du travail. Puisqu'on accepte que le travail, c'est la définition qu'en donne le capitalisme. Or, le capitalisme, ça a été rappelé d'ailleurs par la première intervention, le capitalisme, il élimine le travail vivant. Le mode de productivité repose sur l'élimination du travail vivant. En plus, si vous avez une prophétie à la Stigler, je ne sais trop quel autre prophète d'aujourd'hui, qui nous dit que dans 20 ans, il y aura 47% des emplois qui auront disparu, alors vous allez vous précipiter sur la proposition de partage du travail. Travaillons moins pour travailler tous. Le révolutionnaire, c'est pas celui qui partage. Le révolutionnaire, c'est celui qui sort le travail du carcan dans lequel le met le capital. Le carcan de l'indifférence à la valeur d'usage et le carcan de la réduction du travail vivant. Vous voyez bien que, qui du point de vue écologique est absolument dramatique. Vous voyez bien que de l'agro-business à la FNSEA, ça repose sur l'élimination du travail vivant. Le travail vivant agricole est éliminé au bénéfice de machines, de chimie, qui sont absolument dévoreuses d'intrants, qui en matière d'impact écologique sont désastreuses. Plus vous éliminez le travail vivant, plus vous avez un impact écologique désastreux. Quant à l'impact anthropologique, il l'est tout autant. Il faut augmenter le travail si nous voulons réduire l'impact de la production sur l'écologie. Je répète, pour tous ceux qui pensent que plus on augmente le travail, plus on fait de l'empreinte écologique. Si on augmente le travail vivant, le travail agricole de type confédération paysanne, il faut beaucoup plus de travail vivant et l'empreinte écologique est beaucoup plus faible. Et on produit moins de
de trucs inutiles. On produit des vraies tomates, par exemple. Pas des fausses tomates qui n'ont jamais vu ni le soleil, ni la terre, un petit peu l'eau éventuellement. Si c'est de l'eau. Donc, on en produit moins. Il suffit de manger une bonne tomate, on n'a pas besoin de manger 3 tomates qui sont tous sauf de la tomate. En plus, on en jette le tiers. Donc, bien sûr que l'augmentation du travail, c'est la condition de la moindre empreinte écologique. Donc, nous allons augmenter le travail. Nous allons être solidaires de manière communiste. La solidarité communiste, c'est se serrer les coudes pour changer la définition du travail. Pour sortir le travail du carcan du capital. Et il faut une sacrée solidarité parce que le capital, il ne faut aucun cadeau. La solidarité des révolutionnaires. J'oppose la solidarité communiste à la solidarité capitaliste. La solidarité capitaliste, c'est partageons le travail. Partageons le travail, puisque c'est un quantum limité. Et quand on partage le travail, les étrangers, ils sont toujours de trop. Toujours. Pourquoi nous sommes incapables d'opposer quoi que ce soit, autre que de la morale, au Front National? Parce que nous partageons sa xénophobie. Si par xénophobie, on entend accepter 70 000 étrangers de plus dans l'année, sur 65 millions de personnes, vous voyez ce que ça veut dire, hein, 1 pour 1000, 70 000 en les recevant dignement, en évitant les morts en Méditerranée, en refusant les centres de rétention. Mais sûrement pas supprimer les visas. Les visas, si vous les supprimez, il n'y a plus un seul mort en Méditerranée, il n'y en a plus un dans les cols des Alpes qu'ils sont obligés de prendre depuis que nous dépensons 30 000 € par jour pour foutre des flics dans la vallée de la Roya. Vous voyez, je ne suis pas contre, bien sûr. D'autant que j'habite à la vallée de la Roya. Je ne suis pas contre, bien sûr, le fait d'être solidaire sous la forme d'empêcher qu'ils crèvent, etc., de les accueillir, de les transporter, etc. Et vous voyez bien que c'est un coup de terre sur une jambe de bois. Ça n'est rien contre la xénophobie. La xénophobie, nous ne pouvons la combattre, c'est-à-dire arrêter de dire notre programme, c'est d'éviter qu'ils viennent chez nous. S'ils viennent chez nous, c'est parce que nous entretenons la guerre, nous allons chercher des matières premières à des trucs inadmissibles, etc. Arrêtons tout ça, ils n'auront plus chez nous, ouf. C'est scandaleux. Et notre programme, ce ne sera pas simplement de faire la morale au Front National, comment vous n'accueillez pas dignement 70 000 personnes. Notre programme, et c'est ça la solidarité communiste, nous sommes un pays vide. En plus, c'est pas des victimes ceux qui arrivent. Il suffit de causer 5 minutes avec l'un d'eux, ou l'une d'eux. Ce sont des héros. Ils ont une personnalité souvent infiniment supérieure à la nôtre. Ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne, ils ont mis 1 an et demi. Et faites-les causer 5 minutes, c'est à trembler, d'accord? Ce sont des héros. Ces gens-là, ils peuvent apporter à notre pays des trucs inouïs. Moi, je ne suis pas solidaire de victimes. Depuis que je ne suis plus un chercheur solidaire d'une classe ouvrière défaite. Je suis un chercheur à l'école de vainqueurs. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Épier l'émancipation. Dire à mes lecteurs comment ils se font baiser, ils n'en ont rien à foutre. Sauf ceux qui aiment la délectatio morosis, comme disaient nos anciens, la délectation morose.
qui se consolent de leur morosité. Un chercheur en sciences sociales, sa responsabilité, c'est d'épier la vie, d'épier l'émancipation, et d'être à l'école de ceux qui la construisent, de ceux qui construisent le communisme. C'est ça notre rôle à nous. Alors, on n'est pas nombreux, je suis d'accord avec vous. Mais Staline n'était pas très légitime à dire le pape qu'on vient de diviser.